Docteur Bernard Israël Feldman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychanalyste, psychologue et victimologue, c'est-à-dire spécialiste de cette discipline assez peu connue, je dois dire, de la victimologie. Oui. Et c'est à ce titre que ça nous intéresserait de comprendre comment on peut sortir de cette crise terrible qui a touché le monde entier. On a parlé de guerre, le mot a été employé aussi bien par le Premier ministre israélien que par le président français et d'autres. Oui. Et donc, vous avez l'habitude, vous, de rencontrer des familles ou des gens victimes de guerre ou de terrorisme. Alors, Oui. ma première question, donc, serait quels sont les symptômes de ce qu'on appelle le post-trauma? C'est-à-dire, comment on sort d'une telle crise? Alors, je vais parler d'abord un petit peu sur le plan général. La victimologie, en fait, regroupe trois disciplines, surtout, c'est-à-dire le droit, parce que les victimes doivent souvent obtenir justice, la médecine, parce qu'elles peuvent être blessées ou malades, et enfin la psychologie, pour faire une psychothérapie de ce qu'on appelle le psychotrauma. Alors, maintenant, la situation actuelle est quand même différente dans ma pratique et pour les autres aussi, victimologues. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un virus. Et le virus, c'est ce qu'il y a de plus petit comme agent infectieux. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement angoissant. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un tout petit trou dans ses gants pour qu'il rentre. Vous imaginez. Donc, ça crée une panique très, très importante. Alors maintenant, ça dépend, pour ce qui est des symptômes, ça dépend des situations vécues. Il y a plusieurs situations. Il y a d'abord ceux qui ont été enfermés en famille avec leurs enfants. Donc, ils étaient obligés quelque part de ne pas céder à la panique pour pouvoir s'occuper des enfants. Maintenant, les enfants, eux, grimpent le long des murs parce qu'ils veulent sortir, etc. Ce n'est pas évident. Il peut y avoir des problèmes de discipline qui se posent, on l'a vu. Donc, la plupart des parents ont dit on ne peut plus les tenir, on ne peut plus les tenir, ce qui est normal. En plus, ça dépend de l'âge. Plus ils sont petits, moins ils comprennent, ce qui est logique. Ça peut aussi avoir des conséquences sur le couple parental, parce que là, ils se retrouvent ensemble, confinés, et puis il faut avoir je dirais, les mêmes discours avec les enfants, ce qui n'est pas sûr, parce que souvent, les pères travaillent tard, etc. Donc ils viennent, ils ne font pas grand-chose. En général, c'est la mère qui s'occupe des enfants. Là, le père est là, et la mère attend qu'il amène la loi. C'est assez compliqué, il peut y avoir aussi des disputes. Donc, ça peut entraîner aussi des problèmes à ce niveau-là. Maintenant, il y a d'autres situations. La situation des gens seuls. Alors, les gens seuls, ce n'est pas forcément des vieux ou des personnes âgées. Ça peut être aussi des jeunes qui sont célibataires et qui, tout d'un coup, se retrouvent coincés. Et bon, j'ai un cas en tête, quand même tentative de suicide. C'est-à-dire, cette personne ne supportait plus d'être enfermée comme ça chez elle, sans contact avec ses amis et sans contact, même au point de vue amoureux, etc. Donc, vous voyez, là aussi, le traumatisme peut être important. Alors, il peut y avoir aussi euh, des personnes âgées, comme j'ai dit. Les personnes âgées, c'est difficile parce que elles n'ont qu'est-ce qu'elles ont comme but dans la vie? En général, c'est de s'occuper des enfants et des petits-enfants. Euh, c'est rare qu'une personne soit sans enfants étant âgée. Donc là, ces personnes ont été privées des enfants et surtout des petits-enfants. Là aussi, le traumatisme est grand. Par ailleurs, on sait que le virus a attaqué surtout les personnes âgées. Il a attaqué aussi d'autres personnes, attention, mais des personnes âgées. Donc, souvent, elles se sont retrouvées malades ou alors isolées avec impossibilité de voir leurs petits-enfants. Quant aux enfants, ben, souvent, c'est arrivé malheureusement, on leur a annoncé que la personne était morte, leurs parents étaient morts. Donc là, je trouve qu'en Israël, ça a été pas mal au point de vue thérapie, je dirais. C'est-à-dire qu'ils ont permis, à travers une glace ou une vitre, de parler avec leurs parents dans les derniers moments. Alors qu'en France, on sait que ça n'a pas été fait et c'est un drame terrible.
Voilà, donc les conséquences sont différentes, je dirais, de la guerre ou des attentats, parce que dans la guerre, les attentats, on sait qui a fait ça, c'est-à-dire on sait que c'est l'ennemi. Donc on peut déjà canaliser, ou on peut aider ces personnes à canaliser leur agressivité contre les agresseurs. Ce qui n'est pas évident parce que parfois ils s'accusent eux-mêmes, enfin, etc. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur. Mais là, l'identification au virus, au coronavirus, on ne peut pas. C'est possible. Donc, Ouais. c'est ce manque j'allais dire, de savoir bon, qui est terrible parce que, en plus, ça a été sur toute la Terre. Toute la Terre. Donc, ça a été, à mon avis, extrêmement angoissant pour la population et ça dépend encore une fois des situations vécues. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre discipline, la victimologie? Oui. En quoi elle diffère d'un traitement psychologique classique, on va dire, et de la Oui. psychanalyse? Oui, alors effectivement, j'ai fait une conférence, c'était à l'Assemblée nationale en France, sur justement l'opposition qu'il y a entre psychanalyse et victimologie. Parce que les psychanalystes n'aiment pas les victimologues n'aiment pas les psychanalystes. Bon, moi je suis les deux. J'ai essayé de faire un peu la jonction. Alors, la victimologie, comme j'ai dit tout à l'heure, d'abord c'est une discipline effectivement assez récente. Elle s'est mise en place, on va dire, en 1948, après la Shoah. Pourquoi? Parce que la Shoah a entraîné tellement de morts qu'il fallait comprendre. Ensuite, le premier congrès de victimologie en 72 a eu lieu à Jérusalem. Voilà. Bon, alors c'est une discipline qui attire beaucoup les Juifs, parce que nous sommes un peuple de victimes, malheureusement. Alors, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect juridique. Par exemple, en Grande-Bretagne, les victimologues sont surtout des juristes. C'est-à-dire qu'il faut déterminer, disons, les dégâts, etc., et obtenir justice, des procès et tout ça. Alors que là, on va faire un procès contre qui? Bon, alors évidemment, il y a des recherches concernant la Chine, concernant le Trump, tout le monde est contre lui, le pauvre Trump, donc c'est lui le coupable. En France, c'est Macron, etc. Ici, bon, ça a été pareil avec le gouvernement, etc. Encore que le gouvernement a bien réglé les choses. Alors, donc, on ne peut pas faire de procès. Procès à qui? Ça devient, alors, c'est du fantasme négatif. Deuxième discipline, c'est la médecine. Alors, la médecine, c'est très important parce que les gens qui ont été des blessés de guerre ou alors dans les attentats, il faut les réparer. On a fait un congrès ici avec les médecins israélites de France, où sont venus ceux qui ont travaillé au Bataclan, enfin après le Bataclan, etc. Bon, là, ce sont des chirurgiens qui travaillent pour essayer de réparer disons, les dégâts physiques. Maintenant, donc là aussi, c'est différent de la psychologie. Maintenant, la psychologie. Alors, la psychanalyse, c'est d'abord une méthode de soins qui dure des années. Des années, c'est-à-dire la moindre personne qui va faire une psychanalyse, c'est minimum 7 ans. 7 à 8 ans, 3 fois par semaine. Vous Mhm. voyez, Ouais, c'est absolument impossible de faire très ça en long. victimologie. Ouais. Il y a des gens qui sont tout de suite atteints et il faut tout de suite les soigner. Par ailleurs, on a fait un congrès aussi à Paris, la fac de médecine, c'était sur les zones du cerveau qui sont touchées, pour voir si c'était la dépression, la schizophrénie, enfin les différentes maladies psychiatriques. Euh, donc, on a vu à l'imagerie cérébrale que ce ne sont pas les mêmes zones qui sont touchées, sauf si la personne était schizophrène avant ou très dépressive. Mais en général, ce n'est pas la même zone. La zone qui est touchée, c'est surtout la zone qui concerne la mémoire, c'est-à-dire les gens perdent la mémoire, perdent la notion du temps, et puis le sommeil surtout. Donc tout ça ce sont des zones qui ne sont pas forcément touchées dans les autres maladies mentales. Par ailleurs, quelqu'un qui a été dans un attentat, ce n'est pas un fou. C'est quelqu'un qui était normal, par exemple, qui marchait avec ses gosses et qui rentre dans une pizzeria et tout explose, etc. Ce n'est pas un fou, c'est simplement quelqu'un de choqué. Alors, tous ces gens choqués, il va falloir les déchoquer. Alors, les déchoquer en victimologie, en général, on fait des groupes de parole, mais des groupes immédiatement si c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout sorte.
Ouais, Pourquoi il c'est faut, ça. La parole est fondamentale. Il faut parler de ces traumatismes pour s'en sortir. C'est un principe de base. voilà, il faut pouvoir en parler. Pour ça, il faut un groupe de gens qui ont vécu la même chose. Oui, Parce qu'autrement, ils n'osent pas parler, les victimes. Et là, donc, il faut extérioriser toutes ces émotions négatives. Et ça, c'est pas simple. Donc, l'animateur doit être formé, le psy. Il faut surtout pas qu'il coule avec les gens, parce que parfois, ça dure 3 4 heures. Ça peut être extrêmement violent. C'est au début, hein, au début dont je parle. Donc, c'est une première réunion. Ensuite, il faut continuer ces thérapies, etc. Alors, il y a la thérapie de groupe dont euh, j'anime beaucoup. Alors là, ça permet peu à peu à ce que les gens sortent leur traumatisme, leurs émotions négatives. Les uns et les autres peuvent s'aider, etc., etc. Voilà, donc ça c'est une chose. Maintenant, il y a la thérapie individuelle. Alors, c'est quoi? Ben, par exemple, il y a un symptôme très embêtant qui est en victimologie, c'est quand les personnes ont des images récurrentes de ce qui s'est passé. Ces images sont là. Ferme les yeux, hop, ils voient ça. Bon, j'ai l'exemple de Toulouse. J'ai parlé avec des gens qui ont survécu, des gamins, et puis il y en a un ne pouvait pas dormir. Dès qu'il fermait les yeux, il voyait donc le rabbin qui avait été exécuté, ainsi que les trois enfants, etc. Donc ces images-là, on peut les soigner. On peut les soigner, c'est le système américain, c'est-à-dire on va déconditionner ces images pour qu'elles disparaissent le plus possible et que les gens puissent retrouver un calme minimum. Vous voyez? Donc oui, ça, c'est des thérapies individuelles. Il y a aussi la psychothérapie des victimes. Il y a des centres de psychothérapie des victimes, que ce soit en France ou ici, où la personne peut parler avec un psy formé en psychotrauma, de manière à ce qu'elle puisse peu à peu retrouver, disons, un mode de vie normal. Vous voyez, alors que pour revenir à la psychanalyse, c'est pas du tout la même chose. La psychanalyse, c'est que, et oui, il y a un mot qui a été popularisé par votre ami, je crois, Boris Cyrulnik en France, c'est le mot de oui, résilience. Euh, oui. Vous avez présenté aussi le peuple juif comme étant un peuple, hélas, de victimes au cours de l'histoire, mais c'est aussi un peuple particulièrement résilient. Alors, est-ce qu'il y a des secrets à cette résilience? Alors, la résilience, il faut faire attention parce que j'en ai parlé avec Cyrulnik, on était dans un avion, on allait ensemble en Espagne et on en a parlé parce que je lui ai quand même dit, parfois les symptômes réapparaissent 20 ans après ou même 30 ans après. Il suffit qu'il y ait quelque chose par exemple un deuil ou un accident ou quoi que ce soit, pour que les symptômes réapparaissent. Mais la résilience, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, bon, c'est un terme physique, hein, c'est-à-dire que c'est le fer chauffer après que lorsqu'il refroidit, va reprendre sa forme. Donc là, ça veut dire que les gens ont été chauffés par la catastrophe qui leur est tombée dessus et peu à peu, ils retrouvent leur forme psychique normale. Bon, alors, il y en a qui sont résilients, effectivement, j'en connais, même des journalistes ici qui ont vécu des trucs terribles et qui finalement ont réussi à s'en sortir. Ce que je leur ai dit quand même, c'est faites très attention pour le futur parce que c'est pas si simple. Donc, alors, effectivement, il y a des gens qui sont plus résilients que d'autres. Maintenant, Mhm. pour ce qui est des peuples, alors en victimologie, on s'occupe aussi des peuples. Alors, les peuples qui ont souffert. Malheureusement, le peuple juif a beaucoup souffert, mais il y a également les Arméniens, il y a également les Africains qui ont été déportés aux Amériques, que j'ai beaucoup travaillé là-bas également. Et donc, c'est pas simple. C'est pas simple parce que pour qu'un peuple puisse s'en sortir, il faut qu'il ait l'impression que l'histoire lui rend justice. Et pour nous, les Juifs, ben, 48, c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire, tout d'un coup, les Juifs savent que nous savons que nous avons un lieu quelque part pour nos réfugiés et un lieu bien armé de manière à bien se défendre. Voilà. Parce que, je prends par exemple les Arméniens, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir ce rétablissement, c'est-à-dire en voyant les Turcs punis, parce que les Turcs nient absolument tout ça, et donc ils vivent dans une espèce de désespoir à cause de ça. Alors, maintenant, pour ce qui est des Noirs qui ont été déportés, ensuite souffert de l'esclavage,
là aussi, on voit que les séquelles sont toujours là. Si vous allez en Martinique, Guadeloupe, etc., ils ne parlent que de ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore sortis des séquelles de l'esclavage parce qu'ils sont sous domination, entre guillemets, française. C'est-à-dire ceux qui les ont mis en esclavage sont encore leurs patrons quelque part, ils leur donnent de l'argent pour les calmer, etc. Mais c'est pareil. Et si on continue ce parallèle avec les guerres, dans le cas du Covid-19, quelle serait donc la réparation ou l'élément qui pourrait donner espoir pour justement être résilient? Alors, ben, je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est qu'il faut savoir ce qui s'est vraiment passé. Il y a beaucoup de gens, à commencer par Trump, qui disent que tous les coups, ça s'est passé dans un laboratoire en Chine. Bon, c'est vrai que ça vient toujours de Chine. Alors, on a pensé que, parce qu'ils mangent de tout, c'est-à-dire même malheureusement des animaux vivants, j'ai vu des films comme ça, donc on peut supposer que c'est passé. Mais on peut aussi supposer que dans le laboratoire à Wuhan, il y a pu y avoir une manipulation génétique et que ça s'est échappé. Alors, il faudra, à mon avis, une enquête internationale. Ça ne va pas être simple. Ça va pas être simple du tout parce que les États ne veulent pas livrer tout ce qu'ils ont fait comme ça au public. Mais c'est sûr que là, il y a cette recherche, je veux dire, de justice. Si ça se fait, c'est-à-dire si on voit que ça s'est passé vraiment d'une manière peut-être non intentionnelle, mais criminelle quand même, là, les gens pourront mettre, je veux dire, une signification sur ce qui s'est passé. Et si Alors, c'est juste un virus qui vient de la chauve-souris, alors ça sera plus difficile? ce sera plus difficile, encore que on accuse les Chinois de manger n'importe quoi. D'autant plus qu'en Gematria, vous savez qu'il y a un passouk dans la Torah qui dit tu ne mangeras pas un animal vivant. C'est quand même bien. Et puis, la Gematria de ça, c'est le coronavirus. Ouais. C'est la même chose. Donc, beaucoup de religieux disent voilà, c'est aussi cette façon de traiter les animaux, de les manger n'importe comment, de manger n'importe quel animal, etc., qui peut entraîner ça. Donc là aussi, il y a une espèce de recherche du coupable. Le coupable, c'est celui Le qui mange les sens, oui, de sens du coup. animaux. Il faut donner un sens. Ouais. Voilà. Et ça, c'est pas évident parce que ce virus, pour donner un sens à une catastrophe comme ça, c'est extrêmement difficile. Oui. D'accord. Et j'ai lu un article comme quoi vous aviez été renvoyé de l'université de Paris 13 où vous avez enseigné, non, Paris 5, pardon, Paris 5, voilà. Et on vous a accusé d'avoir tenu des propos anti-musulmans. Et vous Ça. connaissant un peu, c'est difficile à croire. Alors, je voulais savoir, d'abord vous apporter mon soutien et savoir ce qui s'était passé exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, je donnais ces cours depuis déjà 1998. Vous voyez, on a commencé à Paris 13, effectivement, et ensuite on est tous partis à Paris 5. Bon, donc moi, ma spécialité à Paris 5, c'était de parler des enfants et de la guerre. Bon, alors j'ai parlé, puisque c'est aussi ma pratique, des enfants cachés pendant la Shoah, qui étaient des enfants, donc ils ont beau être âgés maintenant, ils restent très enfants. Ils le disent d'ailleurs, on n'a pas bougé à cause de ce qui s'est passé. J'ai parlé également du conflit israélo-palestinien, parce qu'il y a eu des études à Tel Aviv qui ont été faites par l'université, qui ont montré ce qui s'est passé en mettant 4 groupes à l'étude, c'est-à-dire les enfants juifs israéliens, les enfants arabes israéliens, les enfants juifs dans les shtarim, c'est-à-dire dans les territoires, et les enfants palestiniens sous autorité palestinienne. Voilà, donc jusque-là, ça allait. Mais comme il y a eu Daesh, et Daesh a tué beaucoup d'enfants, contrairement à ce qu'on dit, il n'y avait pas que des Occidentaux qui étaient aussi, il y avait aussi des femmes, des enfants, etc., d'une manière absolument horrible. Donc j'ai parlé de ça parce que je suis obligé de parler du fait qu'il y a 8 millions d'enfants d'Irak, Syrie, qui ont dû fuir la Syrie à cette époque-là, qui étaient donc en Turquie, puis également en Jordanie, etc. Et une question m'a été posée à la fin, c'est une étudiante m'a dit est-ce que vous croyez que
ça vient de l'islam. Alors je dis, Daesh vient de l'islam. Je dis oui, Daesh vient de l'islam, comme si on disait que l'Inquisition ne vient pas du catholicisme. Ce sont des déviations, je suis d'accord, mais c'est quand même dans les religions qu'il faut chercher. Et voilà, à partir de ce moment-là, il y avait des étudiants, je ne sais pas s'ils sont arabes ou français, ou français-arabes, donc ils ont porté plainte contre moi en disant que j'étais islamophobe à cause de cette phrase. Pas que moi, le docteur Kosseyan, qui est donc un Arménien, qui a cette association arménienne d'amitié avec Israël, lui a parlé des enfants également pendant le génocide en Turquie, et il a dit, en fait, c'était un État musulman qui n'a pas toléré une grosse minorité chrétienne. Blanc, il était islamophobe lui aussi. Donc, on nous a virés sans autre forme de procès, c'est-à-dire que j'aurais aimé quand même parler avec ces étudiants, j'aurais aimé également parler avec les responsables avec qui j'ai travaillé depuis 1998. Et vous avez fait appel de cette décision, vous avez porté plainte? Alors, le BVNCA, c'est-à-dire m'a dit il faut porter plainte. Bon, le problème, c'est que je me suis dit, bon, à mon âge maintenant, je vais m'engager dans un procès contre l'université, alors qu'en France, je ne crois plus, je m'excuse, hein, je le dis, mais je ne crois plus à la justice. Parce qu'on voit des choses bizarres. Parce que cette tolérance qu'il y a, par exemple, pour ces banlieues qui flambent comme ce n'est pas possible, les policiers eux-mêmes le disent. Je suis en contact avec des policiers en France, même des hauts placés, des très hauts placés même, qui ont des instructions de ne pas toucher aux musulmans en France. Bon, alors évidemment, on voit ce que ça peut donner, toutes ces voitures brûlées, ce trafic de drogue, tout ce qu'on veut, etc., plus le djihad, Daesh et tout ça. Alors, je me suis dit, m'embarquer dans un procès qui va prendre des années, dans un pays qui est complètement, j'allais dire, soumis quelque part, pour reprendre ce que dit Houellebecq, non. Alors j'ai dit, bon, de toute façon, c'est le temps pour moi d'arrêter. J'ai arrêté, donc tout cela, et puis voilà. Donc, il y a d'autres pays, je travaille beaucoup maintenant avec l'Espagne, par exemple, je suis membre de l'association Catalogne-Israël, j'ai même d'ailleurs reçu un prix, je devais aller le prendre en juin, mais là, avec le corona, je ne suis pas sûr. Et je travaille avec eux. Je travaille aussi en Argentine, etc. Je me suis mis à l'espagnol parce que ma mère est de langue espagnole. Ça fait Retzi. D'après ce que j'ai compris, un des grands principes en victimologie, c'est de pouvoir mettre un nom sur le drame qu'on a subi. Donc, dans votre cas, on peut dire que vous avez été victime du politiquement correct. Au moins, vous avez le nom de l'agresseur, on va dire. Peut-être aussi de la bêtise. La bêtise et le politiquement correct ensemble, ça fait que l'université française vous a perdu. Voilà. Alors, voilà. Ben oui, mais de toute façon, c'est clair que je sais qui a fait ça. Je les connais tous. Donc, je peux mettre un nom sur ça. Docteur Bernard Israël Feldman, merci beaucoup pour cet éclairage. Et Ben, on espère qu'on va sortir de ce confinement tous sains d'esprit et que l'économie va repartir. oui, amen, comme on dit en Israël. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. Au revoir.